préoccupante. Il n'a échappé à personne, notamment le Covid, parce que là, aujourd'hui, on est à la suspension des vols de mémoire, c'était depuis le 19 mars 2020. Donc, à 5-6 jours près, on est à un deuxième anniversaire. Et évidemment, on a une crise maintenant du prix de l'énergie, consécutive à la crise politique que tout le monde connaît, enfin, crise politique et guerrière, qui nous cueille. Et cette crise, personne dans l'aérien, je crois, ne l'avait vu venir. Je pense que ça va au-delà de l'aérien, mais enfin, nous, clairement, on n'avait pas dans nos business plans. Et on avait tous imaginé un pétrole qui était avant crise, crise militaire aux alentours de $80, enfin, qui oscillait entre 70 et 85, avec un euro à 1,11. Et évidemment, le passage à un 10, un 12, avec un pic à, je crois, un 28 du Brent, nous prend. Alors, la table ronde, on a voulu une formule un peu conviviale. Alors, excusez-nous de la forme de la table, mais elle est bien ronde dans la tête. Faire rentrer un rond dans un carré, dans un rectangle, c'est un exercice qu'on a su faire. La tour du cercle, hein, voilà, très complexe. On a su le faire. Bon, on a voulu cette formule en parlant de deux thèmes. Le premier, c'est le thème de notre approche vis-à-vis de la plateforme présidentielle. Enfin, on souhaite évidemment, avec beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme, influer sur les choix du futur président et du futur gouvernement. Et puis, et bien sûr, dans un deuxième temps, évoquer le secteur aérien entre la crise Covid et la crise de l'énergie. Et puis, bien sûr, prendre le temps de répondre à vos questions. Alors, on a trois grands intervenants aujourd'hui. Marc, qui s'excuse d'arriver tard, mais on t'a vanné pendant que je ferai un parallèle avec le transport aérien tout à l'heure. Sur l'état de la circulation dans la ville de Paris. Pas de prise de position politique. Si, absolument. Je les assume en plus. Donc, trois acteurs aujourd'hui, Marc Rocher, que vous connaissez bien, Pascal de Isaguirre, moi-même, sachant que Pierre-Olivier Bandet devait représenter le groupe Air France. On avait fait le point ensemble le vendredi soir. Il est empêché. Anne Rigaille ne peut pas venir, elle n'a pas pu le remplacer. Et Nathalie Stubler est à La Réunion, où elle s'occupe d'un problème familial un peu grave. Donc, on est, vous voulez nous excuser de l'absence d'Air France, mais ils nous ont demandé de nous exprimer non pas en leur nom, mais au nom de la profession, et c'est ce que nous allons essayer de faire. Je voudrais juste en introduction, avant de passer la parole à Pascal, parce que c'est lui qui a le plus travaillé sur la plateforme présidentielle et quelles sont nos attentes par rapport à la mandature de 5 ans qui se présente à nous. Rappeler que le transport aérien a une place économique significative en France, dans l'économie française. Même si dans le transport aérien, on ne considère pas que le pavillon français, mais globalement, on a une économie qui est quand même très significative. C'est 320 000 emplois aujourd'hui en emploi direct, ce qui est quand même plus qu'important. Et rien que les compagnies de la FNAM représentent plus de 100 000 emplois directs. Donc, 4,3% du PIB, 210 millions de passagers en 2019. Donc, non seulement c'est pas négligeable, surtout lorsqu'on considère que parmi ces 210 millions de passagers, il y en a énormément qui sont venus de loin, qui sont donc venus avec une capacité de dépense sur le territoire extrêmement significative. Et c'est aussi ça qui compte, parce qu'entre un passager qui traverse la France de Belgique pour aller en Espagne et que l'on compte dans les statistiques, mais qui finalement peut ne même pas faire un plein intermédiaire pour sa voiture, et un Chinois, un Américain, un Japonais qui dépense 1 000 à 5 000 euros par jour, je ne parle pas des Russes puisqu'ils ne viendront pas durablement, le poids du passager aérien dans l'économie française est quand même un poids très particulier. Ensuite, on a évidemment un rôle très significatif dans la continuité territoriale, on pourra en parler tout à l'heure, mais on l'a vu en particulier pendant cette crise Covid, on a réussi à maintenir le lien avec la France XXL, c'est-à-dire cette France ultramarine, qui a, dont l'aérien représente le cordon ombilical, on va dire, avec l'Hexagone. Et d'ailleurs, ça a été aussi une chance en partie pour le transport aérien français, puisque c'est un des trafics qui a été le plus résilient.
Et quand on voit les résultats comparés à la fois des performances économiques, mais aussi des passagers transportés du groupe IAG, Lufthansa et des compagnies françaises, on voit bien qu'il y a eu une résilience par notre histoire, notre géographie, un peu plus forte, parce qu'on est un marché béni des dieux. Marc se plaît régulièrement à le rappeler. Donc on a quand même cette chance, que malheureusement on ne le cultive peut-être pas suffisamment. Voilà. Ensuite, on a eu quelque chose qu'on a redécouvert, qui est le cargo. Le fret aérien, il ne faut pas se tromper, c'est 1% du cargo mondial, donc c'est rien en termes de volume, de poids transporté. Par contre, en termes de valeur, certains chiffres laissent penser qu'on n'est pas loin des 35% de la valeur du fret global du monde. Voilà, les deux chiffres sont quand même plus que significatifs, ils sont même impressionnants. Donc maintenant, le point quand même qu'il faut garder en tête, c'est que cette crise Covid et maintenant cette nouvelle crise du coût de l'énergie, c'est quelque chose qui nous met, c'était mon propos, pratiquement ma première phrase tout à l'heure, nous met vraiment en souffrance. La crise Covid a fait descendre les compagnies aériennes dans le monde par l'ascenseur. Puis là, on commençait à remonter en prenant l'escalier, donc avec un peu de progressivité et beaucoup d'efforts. Et évidemment, la crise militaire, la guerre en Ukraine, nous laisse penser qu'on va devoir rester patienter sur un palier. Donc, on va redescendre un petit peu. On aura l'occasion en deuxième partie de revenir là-dessus. Pascal, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les positions de la profession vis-à-vis du gouvernement? Faut-il rappeler les assises qui ont été un échec? Voilà. Merci Alain. Donc effectivement, nous avons donc fait ce travail avec les équipes de la FNAM et tous les adhérents, bien sûr, de coordination d'une plateforme du transport aérien pour les prochaines élections présidentielles. Travail d'ailleurs que j'avais déjà assuré pour les 2 précédentes élections présidentielles. Voilà. Donc, qu'avons-nous fait? Nous avons élaboré un document de synthèse. Vous le verrez, il est assez compact, concentré sur quelques propositions phares. Hein. Ce n'est pas un catalogue de mesures techniques. On a voulu justement que ce soit plus des messages plus politiques. Et nous avons adressé ce document à l'ensemble des candidats à la présidentielle le 4 mars. Alors, vous verrez le document, vous l'a distribué. Puis il y a un document de synthèse à côté qui, bien sûr, présente les principaux indicateurs de la FNAM et fait un résumé de nos propositions. Et nous demandons aux divers candidats un retour par rapport à cette lettre, par rapport à ce courrier que nous leur avons adressé pour le 25 mars au plus tard. Voilà. Nous avons également précisé que toutes les réponses des candidats seront non seulement communiquées et diffusées aux adhérents de la FNAM, mais également au public, que nous les mettrons sur le site web public de la FNAM. En parallèle, ce que nous faisons, c'est que nous avons des rencontres ciblées organisées avec les équipes des candidats, où nous leur présentons justement notre plateforme, et donc on essaie de faire notre travail, évidemment, de défense et d'illustration de cette plateforme du transport aérien. Donc ça, c'était pour la forme. Évidemment, on s'est calé, bien sûr, sur le calendrier des présidentielles, parce que vous savez tous que le premier tour, c'est le 10 avril, donc tout le monde veut le retour une quinzaine de jours avant de leurs remarques. Alors, sur le fond, nous, on a une demande très claire, hein, qui est un peu le chapeau d'ensemble, c'est que l'importance des transports et du secteur aérien pour l'économie nationale soit clairement reflétée dans les priorités du prochain gouvernement, ce qui veut dire que nous appelons une véritable stratégie nationale pour le transport aérien, dont nous déplorons justement l'absence depuis plusieurs années. Et selon nous, évidemment, cette stratégie, il faut qu'elle soit élaborée en début de mandat, hein, pour une sorte de fil rouge, en quelque sorte, durant l'exécution de toute la mandature. Alors, comme l'a dit d'ailleurs Alain, le mandat qui vient de s'écouler, les 5 dernières années, ça a quand même été une période extrêmement chahutée pour le transport aérien, pour le moins, puisqu'on a eu quand même une succession de crises violentes,
Évidemment, il y a des crises sociales, par exemple aux Antilles, crises sociales en France, bien sûr aussi. Il y a eu la crise sanitaire, ça fait quand même 2 ans maintenant. Maintenant, une crise, je ne dis pas chasse l'autre, mais en tout cas une crise prend le relais d'une autre. Il faut rappeler quand même aussi qu'il y a eu 2 faillites de 2 compagnies françaises, XL et Glazur, hein, ce qui veut dire que l'écosystème du transport aérien, il s'est appauvri, hein, parce qu'on a plutôt des disparitions, mais il n'y a pas de renaissance de notre côté, donc c'est un écosystème qui s'appauvrit. Bien sûr, il y a une intervention qui de toute façon était nécessaire de l'État pour la crise Covid, mais évidemment qui est une aide, je dirais, conjoncturelle, spécifique, mais sur les mesures structurelles pour le transport aérien, malheureusement rien. Et effectivement, les assises du transport aérien qui avaient mobilisé un très grand nombre d'acteurs pour lesquels, au sein de la FNAM, on s'était énormément impliqué, ont eu un résultat extrêmement décevant, puisque finalement, il n'y a quasiment rien eu. Donc, finalement, tous les problèmes que nous signalons depuis des années, ils restent non traités. Alors, il y a 2 autres éléments, parce qu'on a voulu aussi, vous le verrez dans nos propositions, être en résonance un peu avec les grands thèmes de la campagne présidentielle. Hein. Donc, nous, ce qu'on met en avant, c'est que le transport aérien, le secteur du transport aérien au sens large, hein, comme l'a expliqué Alain, c'est quand même un actif de souveraineté nationale pour la France. C'est évident, évidemment, quand on est des territoires ultramarins, mais même d'une façon la plus générale, c'est un actif de souveraineté nationale. Et ça peut être un levier pour la réindustrialisation du territoire. Voilà, qui sont des thèmes de campagne, qui sont à peu près partagés par le quasi-ensemble de tous les candidats. Et nous, on trouve que le transport aérien, ce que nous avons proposé, s'inscrit bien dans cette démarche. Hein. Je le rappelle quand même, l'objectif, hein, c'est d'enrayer quand même ce déclin continu du transport aérien français depuis plusieurs années. Alors, pour cela, on a donc déterminé, après cette analyse, des enjeux structurants pour les années à venir. Et donc, nous avons tenu 4 thèmes majeurs. Ces thèmes majeurs, comme je l'ai dit, ils ont vocation à s'intégrer dans une stratégie nationale. Moi, j'appelle un État stratège parce que voilà, c'est là où on a besoin d'un État qui élabore vraiment une stratégie nationale. On a l'impression que finalement, le secteur du transport aérien, alors que la France est un pays historique pour le transport aérien, avec un écosystème extrêmement riche de compagnies, de constructeurs, de motoristes, d'équipementiers, etc., de laboratoires, d'organismes scientifiques, finalement que tout ça n'est pas pris suffisamment en compte, en considération par les gouvernements successifs. Donc, le premier enjeu, c'est bien sûr la transition écologique. Et là, si vous voulez, c'est peut-être une différence sur laquelle je voudrais insister par rapport aux versions précédentes, c'est que le transport aérien, il faut que personne n'ait le moindre doute, s'engage résolument dans la voie de la transition écologique. Ce n'est pas quelque chose que nous voulons combattre, ce n'est pas quelque chose que nous voulons freiner. Au contraire, nous sommes tout à fait conscients de notre responsabilité sociétale et environnementale et on veut y aller vite et fort. Mais pour cela, nous avons besoin d'un accompagnement, l'accompagnement nécessaire de l'État pour mener, pour permettre au transport aérien de mener à bien sa feuille de route. On y reviendra après, puisque sur chacun des thèmes, Alain, il y aura des discussions. Mais donc, nous avons besoin de cet accompagnement de l'État. Le deuxième volet, c'est réindustrialisation des territoires. Et pour cela, c'est un enjeu de compétitivité, c'est un enjeu de développement de l'emploi. Alors, la compétitivité, vous le savez, était quand même très ébranlée avant la crise Covid, puisqu'on vous rappelle quand même que le pavillon français a perdu 1 point de part de marché donc régulièrement chaque année au fil du temps. Et donc en 2019, le pavillon français ne représentait plus que 40%, en quelque sorte, du poids du transport aérien global. Alors, ce manque de compétitivité, vous en connaissez les causes, on pourrait y revenir éventuellement, c'est le poids des taxes et des redevances spécifiques, c'est le poids des charges sociales, tout ça évidemment étant très supérieur à ce que connaissent nos concurrents, et c'est l'empilement de réglementation. Bon,
Par rapport à ça, cette compétitivité, on souhaiterait la rebâtir en sortie de crise, parce qu'il est inutile de vous dire que déjà, on a abordé la crise dans un état qui n'était pas flamboyant, et bien sûr, la crise du Covid n'a fait que dégrader. Dans un contexte, vous le savez, qui est un contexte de concurrence internationale exacerbée, et nous considérons donc effectivement que dans ce cadre-là, nous avons besoin du soutien de l'État pour nous aider à renforcer notre compétitivité. Alors, évidemment, on partage l'avis selon lequel aide-toi, le ciel t'aidera. Hein, donc, ne croyez pas qu'on attend tout ça de façon béate des aides de l'État. On joue notre rôle, notre job de patron d'entreprise et on fait beaucoup pour améliorer la compétitivité. Simplement, il y a des moments où l'État doit nécessairement intervenir. Vous savez que durant la crise Covid, on pourrait y revenir, il y a des déficits qui se sont accumulés au sein de l'aviation civile, au sein des aéroports, et nous nous demandons que ces déficits dus à la crise Covid soient pris en charge par l'État, sous peine évidemment de voir la répercussion sur les compagnies aériennes à travers une augmentation des redevances de navigation aérienne, de la taxe d'aéroport, qui est malheureusement aujourd'hui, si vous voulez, la tournure des choses que nous voyons. Hein, c'est-à-dire que ces organismes qui ont enregistré des déficits veulent les répercuter, alors que déjà, on se plaignait, bien sûr, du niveau trop élevé de ces redevances et de ces taxes diverses et variées. Bon. Il y a un autre élément, nous souhaitons que l'État assume, hein, vous savez, ça c'est une vieille ancienne, la charge des fonctions régaliennes hein, en matière de sûreté et de régulation. Hein, donc, c'est le problème le sujet, la taxe d'aéroport et la taxe d'aviation civile. Vous le savez que la France est le seul pays où la sûreté est mise à la charge finalement des compagnies aériennes, alors que la sûreté, c'est une fonction régalienne de l'État. Donc, nous, on demande simplement que les fonctions régaliennes de l'État soient assumées budgétairement par l'État. Sur l'emploi, il y a un élément qu'on voudrait signaler parce que, mais nous en sommes peut-être un petit peu responsables, nous n'avons pas suffisamment mis en avant l'impact très fort que nous représentons en matière d'emploi et je dirais même plus en matière d'intégration sociale. Nous rappelons que plus de 4... D'abord, nous sommes un secteur avec des emplois très abondants. Nous sommes un secteur avec des emplois qui irriguent tout le territoire national. Et nous sommes un secteur avec des emplois basés en France, des emplois localisés en France. Plus de 95% des emplois du secteur aérien, du transport aérien sont basés en France. Or, ce sont des emplois très délocalisables. Si nous perdons de l'activité, si nous régressons, si nous reculons, cet emploi il sera récupéré par d'autres compagnies, mais il ne se fera pas en France. Alors, puisque évidemment, un des thèmes majeurs, c'est la réindustrialisation du territoire, le développement de l'emploi. Et alors moi, il y a aussi autre chose qui me tient très très à cœur, c'est que nous, on a l'impression que parfois, si vous voulez, on a un arbre qui cache la forêt. L'arbre, ce sont les pilotes. Les PNT, qui passent pour des privilégiés. Enfin, la très grande majorité des emplois, ce sont des emplois soit à faible qualification, ou en tout cas, quand nous recrutons dans des bassins d'emploi, par exemple, les bassins d'emploi aéroportuaires et plus particulièrement, évidemment, Charles de Gaulle et Orly, qui ne sont pas des bassins d'emploi très favorisés. Hein. Quand vous recrutez des jeunes de 14 à 15 ans qui sont sortis de cursus scolaire pour leur donner une formation qualifiante de mécanicien, etc. Et en plus, nous avons des emplois que nous formons en permanence tout au long du déroulement de carrière. Vous savez bien qu'il y a des évolutions technologiques, il faut s'adapter bien sûr à la digitalisation. On n'entretient plus un avion, on ne pilote plus un avion, hein, comme on le faisait il y a quelques temps. Donc, nous intégrons, nous formons, on donne des parcours qualifiants, on doit enrichir les métiers en matière de qualification et de compétences
pour les adopter au goût du jour. On a des métiers aussi de service aux clients. Quand vous êtes un personnel commercial, quand vous travaillez en aéroport, vous avez besoin d'être formé à la relation client. Et donc là, nous avons des demandes à exprimer. Voilà, ça me paraît très important. Et le troisième thème, c'est le thème du commerce extérieur, du tourisme et de la continuité territoriale. D'abord, et Alain l'a souligné, le transport aérien, c'est un outil indispensable du désenclavement des territoires. La France, ce n'est pas que Paris et Île-de-France, et on sait bien que le transport aérien, c'est un élément capital pour l'attractivité de tous ces territoires. On voit bien d'ailleurs la résonance que ça a avec les politiques locaux. Or, force est de constater qu'au fil du temps, l'État s'est profondément désengagé du financement des OSP. Et que le nombre de lignes qui font l'objet s'est réduit de plus en plus. On rappelle que le budget actuel, c'est 30 millions d'euros, ce qui correspond au coût du financement de 1 km de LGV. Voilà, donc il y a une certaine disproportion qu'il faudrait corriger. Il faut également, bien sûr, renforcer la promotion de la destination touristique France, bien sûr, c'est l'intérêt des compagnies aériennes. Et pour cela, vous savez, c'est également un vieux sujet. Malheureusement, il y a quelques serpents de mer qui reviennent en permanence, qui sont la qualité, la fluidité et de l'accueil dans les aéroports pour les passagers à l'arrivée. Et enfin, toujours dans cet esprit de fluidité, dans cet esprit de simplification, nous souhaiterions un allègement des mesures sanitaires à l'arrivée pour les passagers vaccinés. Voilà un petit peu donc une synthèse avant d'aborder dans le détail un peu ces diverses propositions. Merci, merci Pascal de ces explications. Laurent, est-ce qu'on procède peut-être par des questions tout de suite ou... On peut. Alors, il y a les 4 thématiques, environnementale, compétitivité, emploi et continuité territoriale, attractivité touristique. On peut les passer les unes après les autres si vous le souhaitez. Les questions. Peut-être les questions, si vous avez... Vous avez déjà fait une présentation assez précise et très bien faite, donc moi je pense qu'il faut passer aux premières questions. Voilà, est-ce qu'à ce stade, vous avez des interrogations ou des questions? Vous remarquerez l'enthousiasme qui nous anime. Vous avez déjà eu des retours de quelques-uns des candidats? Non, c'est encore trop tôt. On leur a donné jusqu'au 25 mars. Bon, voilà. Donc, ça y est, nous devons recevoir aussi d'autres fédérations professionnelles, d'autres secteurs. Bon, donné jusqu'à 25 mars. On a déjà eu des entretiens, donc il faut donner un petit peu plus de temps. Je pense qu'on aura les retours vers la toute fin de la période qu'on leur a donnée. Voilà. Alors, une autre question. Il y en a parmi les candidats, donc il y en a un qui est plus par plus 5 ans. Quel bilan vous faites de son action? Question piège. Alors, non, mais très sans langue de bois. C'était parti sur un bon pied avec les assises du transport aérien, puisque le thème avait été retenu par Madame Borne. Je me souviens d'une discussion au Salon du Bourget, elle venait d'être nommée, ça faisait 2 mois. Et je rebondis sur un article de presse, d'ailleurs, qui avait évoqué l'engagement donné par Bruno Leroux et Manuel Valls de tenir des assises. Et Madame Borne, qui ne s'était pas tenue à l'époque, puisque le timing ne l'avait pas permis. Et donc, Madame Borne avait rebondi sur les assises du transport aérien. Malheureusement, alors même que tous les acteurs qui étaient impliqués dans cette réflexion, c'est-à-dire aussi bien les pouvoirs publics que les ONG, que nous-mêmes, avions convenu d'une situation, d'un point de départ, et puis de mesures qui étaient diverses, des mesures de simplification, des mesures en matière environnementale, des mesures en matière de régulation, etc. Donc, finalement, ce qui est sorti, c'est un alourdissement de la fiscalité, et le reste a été abandonné. Alors, depuis, on pourrait considérer que ce n'est que désespérant, simplement. Il s'est quand même passé cette crise qui a été évoquée d'ailleurs par Pascal, la crise des Gilets jaunes a quand même occupé pas mal les pouvoirs publics. Ensuite, cette crise Covid a tout stoppé. Et c'est vrai qu'on peut reprocher peut-être un défaut de réforme par le gouvernement actuel, mais bon, il n'a pas été aidé par les événements. Là, sincèrement, il faut même tenir compte de la réalité. Par contre, il a été, ce gouvernement,
au rendez-vous pour éviter la disparition pure et simple du secteur aérien. Et ça, il faut rendre, il faut rendre grâce, mais je veux dire, il faut vraiment les en remercier. Je ne voudrais pas être, comment dirais-je, trop positif, mais la réalité, c'est que s'il n'y avait pas eu une intervention rapide et relativement adaptée, notamment des services de Bercy, nous ne serions plus autour de cette table. C'est quand même ça la réalité. Hein. Et alors évidemment, c'est pas uniquement en France que ces interventions ont eu lieu, puisque les interventions dans un pays réputé libéral comme les États-Unis ont été encore plus massives qu'en France. Hein. Le premier prêt de Trump était de 55 milliards de dollars, était suivi par d'autres séries de prêts. Bon, la recovery aux États-Unis a été beaucoup plus rapide parce que le marché était plus puissant et puis les mesures sanitaires ont été levées beaucoup plus vite que chez nous. Mais s'il n'y avait pas eu cette intervention des services de Bruno Le Maire, nous ne serions pas là pour en parler. Donc on est en gros des grands accidentés de la route, quoi, si j'ose dire, ou des grands accidentés du Covid. Et on doit notre existence, notre survie, quelle que soit notre situation de départ avant crise, à l'aide du gouvernement. Donc oui, il faut les en remercier. Maintenant, tournons la page. Tournons la page de la crise. Alors, c'est évidemment, la crise ukrainienne ne nous aide pas, mais surtout, profitons d'un nouvel élan, sachant que le malentendu qu'il pouvait y avoir sur la décarbonation du secteur, sur les enjeux environnementaux acceptés ou non par les compagnies, c'est un sujet qui n'existe plus en tant que tel. On n'est pas en opposition par rapport à cette volonté qui maintenant est une volonté internationale. Simplement, il faut qu'on la gère, cette transition. Et la transition prend du temps. Il faut qu'on la gère et qu'on la gère intelligemment. Et en France, il n'y a pas que les constructeurs aéronautiques pour bénéficier des innovations, parce qu'elles sont reprises par les constructeurs. Évidemment, il y a un temps d'implémentation long. Il faut mettre en place des solutions environnementales rapidement sur le secteur pour améliorer l'acceptabilité du transport aérien et en faire davantage. On reviendra un petit peu là-dessus un peu plus tard, mais voilà. Donc, le bilan, il est quand même largement positif, oui, parce qu'on est vivant. Moi, j'avais une question récemment. Survivant, on va dire, pardon. Récemment, Thomas Join a fait un petit bilan aussi, enfin un gros bilan sur le trafic des aéroports. Et il évoquait le fait que la demande de l'UAF que les aides qui ont été apportées aux aéroports soient transformées en subventions pour éviter, comme l'évoquait tout à l'heure Pascal, le relèvement des taxes, tout ça, parce que du coup, ça va avoir des répercussions qui pourraient avoir des conséquences sur les compagnies aériennes. Est-ce que vous êtes dans la droite ligne avec UAF et par rapport à ce que disait tout à l'heure Pascal, est-ce que pour les aides qui ont été données aux compagnies aériennes, est-ce que vous voudriez éventuellement qu'il y ait un système qui soit mis en place je ne sais pas si c'est possible de prévoir une partie qui soit transformée aussi en subvention, parce que vous allez avoir des dettes énormes à rembourser aussi. Qu'est-ce que... Ou un crédit d'impôt. Ou un crédit d'impôt. Enfin, qu'est-ce qui est possible concrètement d'envisager? Qui prend le point? Je veux bien le prendre, mais... Vas-y, on complètera. Bon, clairement, on a déplacé l'état de sable. Ouais. Bah oui, c'est la DGAC, typiquement, mais ça ne peut pas faire reproche. Là encore, il fallait trouver des solutions de crise. Donc les solutions de crise ont été adoptées, on ne les critique pas sur le fond. Donc emprunt par la DGAC, ce qui a permis de continuer à faire un contrôle aérien, de pouvoir continuer d'investir et de payer les gens qui assument ce contrôle aérien, puisque ça n'était plus les compagnies ni les passagers qui pouvaient l'assumer à partir de 2020. Bon. Effectivement, il y a une dette qui s'est constituée, en particulier celle-ci, qu'il va falloir traiter. Si c'est seulement en imaginant qu'on augmente les redevances en route de 22% tous les ans pendant 10 ans, là, on va détruire la richesse. Donc, clairement, il y a un moment, il faut qu'il y ait une intervention par rapport à ça. Ça peut être une intervention budgétaire, ça peut être une consolidation de cet emprunt sur 20 ans, 30 ans, sur un fonds de déficience, je ne sais pas, mais il y a des solutions. Il y a des solutions. Bon. Pour ce qui est de la dette DGAC. Ensuite, ce que expliquait Pascal sur les missions régaliennes, il faut se reposer la question de la taxe d'aéroport qui finance la sûreté. C'est quand même une PME à 1 milliard d'euros à peu près de dépenses annuelles en rythme normal, hein, c'est-à-dire trafic en 2019. Est-ce qu'on peut continuer parce qu'il y a eu là aussi des emprunts.
les aéroports en ont bénéficié. Je crois que c'est 250 millions, Laurent, je pense. Enfin, c'est sur la période 2020-2022, c'est 700 millions d'euros de en déficit de la taxe d'aéroport cumulé. Et il y a un manque toujours. Ah bah oui, Oui, pour le moment, c'est une avance remboursable, donc elle doit être remboursée. Voilà. Et ce qui est demandé, c'est que les compagnies la remboursent à partir de 2024 sur un nombre d'années à déterminer. Mais bon, la demande de Thomas Join à laquelle on souscrit, c'est une prise en charge par l'État de ce déficit de la taxe d'aéroport, très clairement. Exactement. Donc là aussi, c'est un tas de sable qu'on a déplacé, mais il va bien falloir le traiter à un moment donné, c'est-à-dire soit on l'étale, soit on l'utilise pour construire quelque chose. Bon. Pour ce qui est des compagnies aériennes et qui ont bénéficié d'aides directes, alors il y a plusieurs compagnies, il y a des aides digitales. Bon, Air France n'est pas représentée aujourd'hui, mais là, c'est une question à part entière qui doit être traitée par l'État en tant qu'actionnaire avec la société dans laquelle elle est associée. Il est associé, pardon, et les autres compagnies, on a tous plus ou moins bénéficié soit de PGE, soit de prêts d'État, soit de défiscalisation. Enfin, il y a eu une variété de palettes d'intervention, d'exonération, d'aides directes. Bon, chaque point doit être traité, et notamment les PGE. C'est le message qu'a passé Bruno Le Maire, pardon, pas Bruno Le Maire il y a un mois et demi à peu près, c'est que les prêts ou les PGE, quelle que soit leur forme, enfin, devaient être négociés cas par cas. Donc c'est aux compagnies et aux acteurs, il n'y a pas que les compagnies, il y a aussi les aéroports, il y a aussi des sociétés de handling, d'aller au-devant des pouvoirs publics et de discuter au cas par cas. La tâche, elle est immense, hein. Ça on ne vous le cache pas. Hein. On était en sortie de crise, maintenant on a découvert qu'on avait une nouvelle de crise, c'est pourquoi on sait qu'il ne faut pas se désarmer. On aura besoin des pouvoirs publics sans naïveté, mais pour trouver des réponses systémiques, pas pour trouver de nouveaux prêts, de nouveaux relais, quoi. Il y a un moment, il faut poser les points et les résoudre, définitivement, structurellement. C'est vraiment l'enjeu, c'est ce qu'on a essayé d'écrire à travers notre questionnement des élus, enfin des candidats, pardon, et des futurs élus. C'est clairement ça. Ouais. Oui, parce que ce qui paraît clair, c'est que la solution à la crise actuelle, ça ne va pas être encore de nouveaux prêts pour accroître encore l'endettement, qui ne fera que rendre toujours plus lourde la charge de l'endettement. Donc nous, on n'est plus sur des mesures structurelles, voilà, le financement des activités régaliennes, voilà, qui se traduisent de façon pérenne, hein, par une amélioration de nos comptes et de notre compétitivité, plutôt qu'encore des prêts, voilà, qui vont se cumuler à ceux que nous avons déjà, et donc qui feront qu'à un moment, la charge de remboursement sera écrasante et voilà, on ne pourra plus être assuré. Peut-être pour juste donner un chiffre, hein, sur 2020-2022, la dette qui s'est créée, c'est 3 milliards en gros, sur les infrastructures. C'est 1,5 milliard sur la navigation aérienne, 700 millions d'euros sur la sûreté et le reste sur la taxe d'aviation civile. Et c'est évident qu'aujourd'hui, ces 3 milliards, ils sont à la charge des compagnies aériennes si l'État n'intervient pas pour en prendre au moins en charge une partie. Voilà, c'est ça l'enjeu, c'est ce que disait Pascal sur la reprise de la dette créée pendant la crise Covid, au moins en partie, pour soulager les compagnies aériennes dans les 5-10 ans qui viennent, puisque ça nous est refait. Ça veut dire que ça pourrait aussi participer à l'augmentation du prix des billets d'avion, on vous répercute cette charge Tout à fait. de la dette. Tout à fait, clairement, oui. Bien sûr. Ah, oui, c'est chiffrer un peu ce que ça pourrait être. Aujourd'hui, sur les taxes en route, c'est 22% d'augmentation en France pour l'année. Taxes, pardon. Taxes en route. Taxes de navigation aérienne, 22% d'augmentation. C'est-à-dire qu'on n'a pas su faire autrement que. Enfin, c'est pas nous qui avons pris cette décision, hein, mais c'est l'aviation civile avec le cadre de la loi de finances, etc. Mais on est arrivé à cette situation où on augmente, pour encourager le redémarrage du transport aérien, on augmente la taxe en route de 22%. Bon, c'est une formule économique surprenante, mais elle existe. Voilà, elle a été adoptée. Donc, en gros, puisqu'on est tous des experts. Excuse-moi, Alain, ce que je voudrais dire quand même, bon, tout à l'heure, il y a une question qui a été posée sur le bilan. Bon, je rejoins les propos qui ont été tenus, évidemment, mais je voudrais quand même ajouter 2 choses. Premièrement, la capacité de réforme de ce gouvernement, puisqu'on arrive à la fin de la mandature, avant crise, elle a été égale à 0. Et pendant la crise, elle a été encore égale à 0.
Donc, on a parlé des assises. Enfin, rappelez-vous les assises, tout le boulot, tout le travail. Il y a eu combien 100 et quelques réunions, si j'ai bonne mémoire, 107 réunions. Enfin, tout ça pour rien, rien. Deuxièmement, bon, il y a eu les mesures prises d'urgence que nous saluons tous. Mesures d'urgence prises sur une décision quand même européenne. Je veux dire, il n'y a pas que la France qui a décidé d'aider son transport aérien. Tous les pays vont aider leur transport aérien, tous, y compris, comme l'a dit Alain, les États-Unis avec des chiffres monstrueux. Aujourd'hui, après ça, on se retrouve effectivement, comme vous venez de le dire et comme l'a très bien dit Pascal et Alain, avec des choses qui ont été reportées. L'expression « on a poussé le tas de sable » est tout à fait exacte. On se retrouve avec 3 milliards de dettes. Tout le monde sait aujourd'hui que les intérêts vont remonter, les intérêts, les coûts financiers vont monter très vite. Donc ces 3 milliards de dettes, ils vont en plus être très durs à supporter. Deuxièmement, à l'origine de ces problèmes, Alain vient de dire augmentation de la taxe de survol, enfin en route en France, 22%. Pourquoi? Parce que pendant la crise, toutes les compagnies autour de la table ont pratiqué, sur la demande d'ailleurs de réalité, simplement parce qu'il n'y avait plus d'avions, plus de vols, beaucoup moins en tout cas, et parce que l'État nous a aidés, on a pratiqué l'activité partielle. La DGAC, qui avait un ciel vide, n'a pas pratiqué l'activité partielle. Donc forcément, on a continué à payer un paquet de gens au boulot, il n'y avait pas d'avion dans le ciel, ou très peu, et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des reports. Alors, on peut dire que, bon, ben, très bien, on a survécu, tu as dit toi-même, on est survivant, mais on est survivant avec 2 pieds dans des fûts de béton bien coulés. Et je pense qu'il va falloir se battre pour revenir à une performance et à une compétitivité que le transport aérien français a le droit et l'obligation de faire, parce qu'on est un pays très favorable en matière de transport aérien. On a parlé de résilience pendant la crise. La résilience pendant la crise, elle est essentiellement venue de la desserte de l'outre-mer. Alors c'est vrai que tous les pays européens n'ont pas de la desserte dans l'outre-mer. Hein. L'Angleterre, il y a longtemps qu'ils n'en ont plus, l'Allemagne n'en parlons pas, et ainsi de suite. Bon, donc tant mieux pour nous, et tant mieux d'ailleurs pour notre surface géographique et notre surface économique. Mais je pense que ça renforce d'autant plus, et si moi, modestement, j'avais un message, comme on le fait, à adresser aux nouveaux candidats à l'élection présidentielle, c'est qu'il va bien falloir réformer le système. Il va falloir le rendre plus performant. Parce que sinon, si vous recollez 3 milliards de dettes, plus les intérêts, dont je dis qu'ils allaient exploser, vous collez le pétrole là-dessus et tout, bon, ben, c'est clair qu'on va arriver à des augmentations de tarifs. C'est pas 3% ou 5%, c'est des augmentations de tarifs qui vont sans doute, si tout se passait pas très bien, être de l'ordre de 15 à 20%. À 15 ou 20% d'augmentation tarifaire, moi, je connais pas un marché qui se contracte pas. Et c'est ce que nous voulons pas. Donc, forcément, il va y avoir quand même des débats un peu chauds à mener. Et vous partez du principe que les 3 milliards, c'est figé, que l'État ne va plus avoir besoin donc d'aider le transport aérien. Non, on n'a pas dit ça. On pense même que ça. Non, on n'a pas dit ça. Non, là, on parle simplement de la dette accumulée liée à la crise Covid. Là, maintenant, il y a une autre crise dans laquelle nous entrons, qui risque de durer et qui va soulever, ajouter à la difficulté et nécessiter certainement d'autres mesures, bien sûr. À la dette des 3 milliards va s'ajouter d'autres milliards dus à la crise en Ukraine. L'impact pour nous de la crise d'Ukraine en matière de... Principal impact ukrainien, il va être en 2 temps, il va être pour les compagnies, alors essentiellement Air France chez nous qui desservait l'Asie et le nord hein, du bloc de l'Est. Hein. Donc clairement, là, il y a des compagnies qui sont impactées directement, Finnair, Lufthansa, Air France. Bon, après, dans les autres compagnies françaises, on est peu touché. Bon, il y a peut-être Air Calin qui peut avoir des soucis parce qu'Air Calin s'alimentait sur Tokyo. La desserte de Tokyo avec le non-accès aux routes transsibériennes, quand même compliqué. Ça va coûter plus cher, là aussi. Donc, mais l'impact de la crise ukrainienne, il va venir essentiellement des coûts des matières premières. Et pour nous, le coût des matières premières, c'est devant tout le reste, c'est le pétrole. Fondamentalement, bon, après il y aura une répercussion, j'en doute pas, sur le prix des matériaux, l'aluminium, le titane et tout, donc des pièces que nous utilisons, soit pour fabriquer les avions, soit pour les entretenir. Donc là, ça va aussi coûter cher, mais ce ne sera pas du même ordre que le pétrole.
Mais est-ce qu'il ne va pas falloir aussi que l'État travaille aussi un peu sur les taxes au pétrole? Ah ben ça, c'est une Enfin, dans très bonne on n'a mesure. pas beaucoup de taxes. Oui, oui, non, mais. Ouais. Ouais. Non, mais il y a quand même... Autant sur la route, et, ouais. et là, on est tous consommateurs à la pompe à essence. Là-dessus, il n'y a pas. Enfin, ouais, sur le. Mais sur le transport aérien, ça serait délicat d'aller attaquer les tâches. taxes et redevances sur lesquelles l'État va pas porter son épuisement. Il y a des petites taxes sur la mise à valeur. Ah, non, mais il y a quand même une fiscalité environnementale dont le mécanisme a été enclenché cette Oui, année, alors ça, c'est autre chose. qui n'est pas complètement neutre, parce que là, aujourd'hui, on paye quand même 1% d'incorporation sur le carburant, qui va être porté progressivement à 2, 4, etc. Donc, on va arriver à un coût non négligeable. On va en reparler Oui, dans ça fait quelques partie minutes, des ça fait mesures. partie des thèmes qu'on voudrait aborder, mais on paye aujourd'hui une taxe sur le bruit. On est quand même une des rares industries à être taxée sur le bruit. Et ça, depuis 30 ans au moins. Et le paradoxe, c'est qu'on réduit le bruit sans cesse. On a la taxe sur certains aéroports, on paye la TSNA, qui est une taxe basée sur le bruit. Oui, quand le bruit baisse. Alors, baisse. oui, la taxe, comme on est en France, elle est forcément vertueuse. Voilà, bon. Sauf qu'effectivement, on a baissé le bruit et la taxe n'a cessé d'augmenter. En gros, non, mais la trajectoire à Orly sur les 15 dernières années, c'est division par 2 du bruit, et multiplication par 4,5, je crois, de la taxe. Je ne sais plus, Eric, on avait fait le calcul il y a 1 an ou 2 ou 3. Et voilà, donc la vertu des taxes fléchées pour. C'est une invention, mais on a crédule maintenant, c'est fini. Alors juste techniquement, en fait, la TNSA, non seulement elle augmente, mais en plus il y a des catégories d'appareils. Et en fait, au bout d'un moment, tous les appareils, puisqu'il y a un renouvellement des flottes, sont dans les catégories les meilleures en termes de bruit. Et là, il y a une redistribution pour que les avions les moins performants de la nouvelle génération payent plus. Mais donc finalement, à travers ce système, on ne bénéficie jamais véritablement d'une baisse de la fiscalité sur le bruit. Alors que la démarche de l'industrie, elle est vertueuse, mais tout en étant vertueux, on continue d'être de plus en plus taxé. C'est pour ça qu'on est sans illusion sur le fléchage des taxes et leur intérêt en général. Voilà. La vertu d'une taxe, c'est de nourrir le budget, c'est pas de nourrir une mission. C'est bien. Sur la définition de l'État stratège, la stratégie au transport aérien, est-ce que ça implique que l'État fasse du mécano industriel, pousse à des regroupements et éventuellement sous-jacents? Est-ce qu'il y a trop d'acteurs mal portants sur le transport aérien en France? Je sais pas, d'abord, si on prend le secteur au sens large, il n'y a pas que les compagnies aériennes. Là, par exemple, dans le milieu des constructions aéronautiques ou des équipementiers, vous avez des fonds qui ont été créés, comme le fonds de Tikehau, le fonds dirigé par Marwan Laoud, qui s'appelle ACE, qui effectivement a été créé sous l'impulsion de l'État, avec la participation de l'État dans le capital et puis d'autres grands acteurs d'ailleurs comme Airbus, comme Dassault, comme Thales et comme Safran, pour éviter justement que tout l'écosystème de ces grandes sociétés la périclite. Parce qu'en fait, la crise, et c'est là où l'État effectivement a un rôle positif, c'est que non seulement il a aidé les compagnies aériennes, il a aidé les réseaux de distribution d'agents de voyage, il a aidé les tours opérateurs, il a aidé les sociétés de handling, les sociétés de catering, les aéroports, etc. Parce que sinon, c'était tout le système au global qui s'effondrait. Et donc, c'est bien beau de faire des avions, comme Airbus ne fait pas tout, fait appel à une myriade de sous-traitants, de partenaires, etc. Il faut bien que ce tissu économique soit quand même vivace. Les compagnies aériennes, il y a des sujets différents, il n'y a pas non plus beaucoup de compagnies aériennes. Voilà. Il faut quand même noter que la plupart des compagnies aériennes ont profité, alors le mot n'est pas bon, mais ont utilisé cette crise pour se réformer. Ce n'est pas le cas d'absolument de toutes, soit parce qu'elles avaient enclenché des mesures avant, soit parce qu'elles étaient déjà extrêmement efficaces avant. Globalement, les compagnies aériennes françaises ont fait des efforts, se sont remis en cause, ont fait des énormes efforts de contrôle de leurs coûts et devraient normalement sortir de la crise avec une meilleure compétitivité interne. Après,
ce qu'on évoque aujourd'hui, c'est la compétitivité externe. C'est celle qui est imposée par notre régulateur, notre État, par tout le système dans lequel on vit, dans lequel on agit en tant qu'acteur économique. Et les concurrents. Et bien évidemment, le marché, parce que le marché, lui, ne nous a pas attendus. On a vu quand même des prédateurs disparaître, comme Norwegian. On a vu d'autres prédateurs comme Ryanair ou Wizz Air exploser, parce qu'eux sortent renforcés de la crise et accélèrent vraisemblablement dans leur domaine de marché plus vite que les acteurs traditionnels, filiales des legacy. Donc oui, on n'est pas dans quelque chose de statique. Marc a évidemment tout à fait raison de le rappeler. Sur les questions d'emploi et de réindustrialisation des territoires, est-ce que vous n'auriez pas... Alors, effectivement, je comprends cette lettre parce que le secteur aérien a ses spécificités. Est-ce que sur ce sujet spécifique emploi, vous n'auriez pas intérêt à parler, enfin un peu plus de poids, à prendre une position commune avec l'industrie aéronautique et le GIFAS? Alors, on le fait assez largement depuis maintenant au moins 5 ans, 6 ans. On travaille de concert, bien sûr, avec l'UAF. Et l'UAF, c'est dans toutes les régions de France, parce que par définition, ce sont des aéroports. On en a peut-être un peu trop, mais ils sont partout. Et également avec les industriels, avec le GIFAS. Et en particulier en matière environnementale, on a une démarche totalement commune, assez largement concertée, avec le GIFAS pour justement promotionner la construction aéronautique. Et ça, c'est quelque chose qui est très visible pour un homme politique. On visite une usine, on voit des gens travailler, on entend du bruit, on voit de la lumière, et tout ça, on peut se l'approprier facilement. Le transport aérien en tant qu'activité de service avec des moyens industriels est plus difficile à s'approprier pour un politique, mais on le fait avec le GIFAS, et on le fait en particulier sur les éléments qui sont les enjeux de la transition écologique. Parce que ce sont des enjeux qui nous menacent à la fois, c'est une opportunité et une menace. Je ne veux pas manier l'eau chaude et l'eau froide, mais clairement, c'est une opportunité et une menace. Ce serait une menace si on était statique, et ce serait une menace si on ne tenait pas compte de l'aspiration de nos passagers, qui, pour certains d'entre eux, changent d'aspiration et voire se détournent de l'aérien. Donc, on a une responsabilité à la fois économique et citoyenne que l'on exerce, c'est-à-dire s'approprier les changements technologiques lorsqu'ils seront disponibles, mais on sait que le temps de l'industrie n'est pas le temps de l'utilisation par les opérateurs économiques que nous sommes, et le temps politique. Le temps politique, c'est demain, on veut quelque chose de nouveau qui marche. De manière à faire une annonce, pouvoir vous séduire, et à travers les médias, à travers vous, séduire l'électeur. Nous, on est opérateur économique avec nos responsabilités, donc on a aussi des clients, il faut qu'on tienne compte de l'aspiration des clients et de leur changement de comportement et d'esprit. Et puis le temps industriel, c'est le temps de la technologie, c'est le temps de la certification, ça c'est autre chose, c'est beaucoup plus long. C'est pourquoi, enfin on va revenir dessus, ou alors on aborde tout de suite le sujet, mais... Non, on peut peut-être juste dire un mot pour répondre à Anne sur la question des actions communes FNAM-GIFAS dans le domaine de l'emploi. La FNAM et le GIFAS, par exemple, sont à la tête d'Air Emploi. Air Emploi vise à faire la promotion des métiers de l'aérien et à anticiper aussi les évolutions des métiers de l'aérien. Donc, on a cette démarche commune dans le cadre d'Air Emploi. On l'a également, on est ensemble, FNAM-GIFAS, à la FMAE, donc la formation des mécaniciens aéronautiques, puisque là aussi, ça sert aussi bien pour la maintenance de nos avions que pour la construction aéronautique. Donc, il y a bien ces enjeux communs entre compagnies aériennes et constructeurs en matière d'emploi. Après, les besoins peuvent être un peu différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça redémarre sans doute plus vite les besoins du côté GIFAS que du côté FNAM, mais pour autant, on a bien intégré cette dimension commune en termes d'emploi. Ce qui est clair, c'est que notre intérêt, de toute façon, c'est de renforcer de plus en plus ces liens et ces interactions pour, si on veut peser vis-à-vis du gouvernement, il faut afficher effectivement une assiette la plus large possible. Et on voit, donc voilà, c'est l'aérien aéronautique au sens très large, et ça pèse extrêmement lourd dans l'économie nationale. Donc pour convaincre les politiques, effectivement, il faut leur montrer, voilà, une compagnie aérienne, elle est imbriquée dans un tissu d'interconnexion, d'interrelation avec tout un secteur qui est extrêmement vaste. Donc voilà, pour montrer un peu le poids de la filière au global dans l'économie, qui a toujours été sous-estimé par les différents politiques. Sur les territoires, effectivement, il y a tous les sous-traitants qu'on... Bien sûr. Regardez, vous en avez beaucoup à Bordeaux, vous en avez à Toulouse, vous en avez ailleurs, etc. Donc tout ça, il faut l'intégrer, bien sûr. Enfin, on mesure mal, mais même dans des endroits assez surprenants, mais les Landes, département 40, il n'y a pas d'aérodrome international, il n'y a même pas d'aérodrome domestique.
Et pourtant, il y a une activité aéronautique, ça s'appelle la production du foie gras, qui est vendue aux compagnies aériennes pour être servie dans les avions. C'est-à-dire que l'aviation, et notamment le long courrier, là, directement, a un impact qui est de plusieurs dizaines de millions sur le secteur où il n'y a même pas un seul emploi salarié de l'aérien, ni direct ni indirect. Enfin, si, il est indirect, puisque c'est de l'agroalimentaire. C'est un exemple qui n'est pas caricatural, c'est un exemple que l'on vit tous les jours, enfin, à partir du moment où les business redémarrent, parce que ça, c'est un autre sujet. Tout récemment, Thomas Juin parlait des OSP aussi. Il disait que avec le fait que Hop ait été quasiment réduit à néant, il y a des trous quand même dans la raquette qui apparaissent en termes de connectivité des territoires. Et il disait qu'il faudrait certainement revoir, assouplir un peu les appels d'offres pour les OSP. Qu'est-ce que vous demandez au-delà du budget qui a été évoqué déjà par Pascal? Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Les OSP, il y a autant de problématiques, j'allais dire, que d'OSP, parce qu'on est un grand territoire, parce que, bon, voilà. Alors, il y a des OSP, bon, je ne veux pas parler des OSP Corse, mais elles existent, elles sont importantes, elles sont financées ou non financées, enfin bon. Il y a un écosystème bien spécifique autour de ça, puisqu'il y a une compagnie qui vit, notamment donc Air Corsica, de liaison avec le continent. Il y a les OSP plus traditionnelles, celles que je connais là en tant qu'opérateur aérien, en tant que Chalair, puisqu'on opère 4 OSP domestiques. Il y a des OSP à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y en a un peu partout. Bon, sur les OSP domestiques, ce que l'on observe, c'est que la crise a été extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que les territoires, bien légitimement, ont demandé à maintenir un niveau de liaison avec souvent Paris, hein, puisque la plupart des OSP sont des lignes vers Paris, alors même qu'il n'y avait pas de passagers. Et comme les OSP sont fondés sur un système un peu bancal où la compagnie fait une estimation du nombre de passagers et de recettes, elle connaît à peu près ses coûts, elle calcule la différence, elle dit voilà, ça va vous coûter X millions. Bon. C'est curieux parce que lorsque un territoire achète un service de bus, il ne demande pas au service de bus de fournir le nombre de passagers prévisionnels et le prix moyen du coupon. Il achète un service de X millions d'euros pour avoir un bus avec telle fréquence entre tel point et tel point. Bon. Nous, on est dans un système alambiqué qui, je pense, est d'un autre âge maintenant. Ça avait d'ailleurs été souligné lors des assises, et puis il y a un rapport du Sénat aussi qui en parle, mais ce système, c'est celui qui a existé pendant la crise. Évidemment, pas de recettes, enfin en tout cas des recettes faibles, souvent qui étaient égales à 15 à 25% de la recette initiale prévisionnelle. La DGAC, qui est l'arbitre aujourd'hui du fonctionnement des OSP, nous a très légitimement demandé et a joué un jeu assez courageux, en disant adapter les programmes, et elle a été plutôt force de persuasion avec les territoires pour que les programmes soient les plus rationnels possibles, c'est-à-dire fortement réduits. Aujourd'hui, on est dans une situation où on est en sortie de crise avec des passagers qui ne sont pas encore au rendez-vous. Quand je disais on remonte doucement par les escaliers, c'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est évidemment l'offre induit la demande, mais on est en train de se fabriquer des écarts majeurs entre les ambitions des territoires, l'aspiration à une meilleure connectivité et la réalité des passagers. Au jour d'aujourd'hui. Oui, c'est le trafic business qui ne repart pas. Alors, en plus, on a un trafic business on a un trafic business qui en plus ne repart pas, qui repart avec une lenteur désespérante. Faiblement, oui. Voilà, avec une lenteur désespérante, et on imagine que ce trafic, pour ce qui est des lignes domestiques, je laisserai nos amis parler des autres lignes, mais sur les lignes domestiques, on sait que ça ne reviendra pas au-delà de 70-80% de ce que c'était historiquement. Donc ça pose un gros problème de fond, et on observe que les nouvelles DSP qui ont été attribuées, il y a eu le prix d'Orly, il y a eu une au départ de Strasbourg sur Munich et sur Amsterdam, sont négociées à des niveaux de subvention qui sont le double de la période d'avant-crise. C'est une source DGAC, je n'ai pas eu accès aux détails, mais on l'a clairement dit. Donc voilà, et moi-même je l'observe sur mes propres coûts, je vois très bien qu'on est obligé de quasiment doubler demain les demandes de subventions si on veut maintenir les programmes d'origine avec les modules d'origine, etc. Donc on est effectivement, 30 millions c'est insuffisant, c'est 1 kilomètre de LGV. Ensuite, la LGV, il faut l'entretenir, parce que c'est pas que l'investissement. C'est pareil, c'est chaque année, mais il y a un choix.
Au passage, il faut être très attentif à ne pas financer à travers les DSP simplement une réduction du prix du billet. C'est par exemple la décision qui a été prise avec Volotea à Tarbes-Lourdes, où Volotea prétend vendre un billet moyen à 39 €, ce qui réjouit certains élus locaux, alors même que Transavia à Pau, c'est-à-dire à 25 minutes en voiture, je l'ai fait pour vérifier, je l'ai fait moi-même, 25 minutes en voiture n'a pas de subvention. C'est pour ça que Chalère attaque la décision. Chalère fait un référé contre la décision, mais parce qu'on pense que le droit doit s'appliquer. On a peut-être raison, peut-être tort, on le verra dans quelques jours. Ça, c'est un autre débat. Mais est-ce qu'il est logique de subventionner une ligne alors même qu'à côté, il y a un opérateur qui n'est pas subventionné? Et de créer une suroffre sur un territoire. Il y a 150 000 sièges à Pau. Là, on crée 48 000 sièges à Tarbes-Lourdes. Est-ce que le marché peut absorber 300 000 sièges en low cost avec des horaires qui ne sont pas forcément les meilleurs? Donc là, le trafic business ne revient pas, notamment parce que les horaires de prime time ne sont pas l'objectif premier d'un low cost, ce qui est logique puisque c'est une logique d'organisation de programme, un low cost, où on vise d'abord les coûts avant la satisfaction première du client, certains clients qui est le prime time. Donc, oui, il y a des logiques qui doivent être remises en cause. Ça fait partie des tas de sables qu'on ne veut pas déplacer. Voilà, et ça fait partie des mesures que nous demandons, c'est-à-dire une révision, enfin une nouvelle analyse des moyens financiers et deuxièmement une révision des lignes éligibles. Il faut qu'il y ait une réflexion avec des guidelines, si vous voulez, pour dire quelles sont les lignes éligibles, que ce ne soit pas fait à la petite semaine en fonction de l'activisme de tel ou tel. Voilà, donc on demande cette réflexion, ça fait partie de notre plateforme. Et ça, c'est pas au niveau européen, sur le guide des aides d'État que vous pourriez agir? Le grand régulateur, c'est l'Europe. Oui, puisque la France peut relayer au niveau européen. Bien sûr. Enfin, le temps que sa présidence sera finie. On fait le procès à l'Europe de voir de trop loin les choses. C'est vrai que les territoires sont mieux connus par les gens qui sont les acteurs économiques ou les territoires. Évidemment, l'État français, mais après, il peut y avoir des recours. Non, mais la France met en place son dispositif qui est soumis à Bruxelles comme tout dispositif d'aide d'État. Voilà, donc ça doit être validé, mais enfin, ça n'empêche pas la France d'avoir un rôle quand même qui doit être actif. Si vous aviez des questions peut-être sur la thématique environnementale qu'on a moins abordée. Moi, je voudrais juste souligner sur la thématique environnementale, vous avez compris, on adhère globalement à cette notion de transition écologique. Là où on a un temps, je reviens un tout petit peu en arrière, le temps des compagnies, des opérateurs économiques, du transport aérien n'est pas le même que le temps des industriels ou le temps du gouvernement. Et c'est comme ça, c'est par nature, c'est pas parce qu'on est en opposition, c'est que c'est comme ça. Le développement de l'hydrogène, qui peut être une très bonne idée, je ne suis pas assez qualifié dans le domaine pour le juger, c'est vraisemblablement une évolution qui va se produire sur 10 ou 15 ans. Parce qu'il faut mettre au point les moteurs, même si a priori ce n'est pas là où il y a le plus de gap. Mais après, il y a une infrastructure de production, il y a une infrastructure de distribution, d'avitaillement. Enfin, tout ça sont des choses qu'on ne décrète pas en quelques semaines ou quelques mois. Bon. Les nouveaux avions, les nouvelles voilures, les avions électriques sur lesquels on rêve d'avions électriques de 19 sièges pour inventer de nouveaux marchés qui n'existent pas. Le tri va être fait par le temps assez rapidement et on va arriver à quelques solutions qui vont faire consensus sur le plan technologique. Nous, notre temps, ce n'est pas d'attendre 7 ans, 15 ans. Une certification d'un équipement majeur ou mineur, c'est souvent 7 ans. Un moteur, il est au point, il est au banc, il n'est certifié que 6-7 ans après. Il faut quand même garder ça en tête, c'est des temps longs. Nous, on a aujourd'hui une urgence qui est le développement de la production, de la distribution du SAF. Donc je ne vais pas qualifier ça de biocarburant, mais c'est clairement un carburant dont la production est à impact nul en termes environnementaux lorsqu'on considère sa production, sa distribution et ensuite son utilisation dans un moteur d'avion. Bon. Pour le moment, on n'a rien inventé de mieux que l'énergie fossile en termes de puissance énergétique et on ne sait pas aujourd'hui faire voler un avion efficacement, surtout un long courrier ou un moyen courrier, autrement qu'avec un pétrole, enfin un produit qui est dérivé du pétrole aujourd'hui, mais qui peut demain venir d'autres sources, qui soient synthétiques, agricoles, etc.
notre priorité, c'est l'adoption des SAF. Je crois que, observons ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez une politique environnementale qui est très incitative sur deux aspects. Le premier, c'est la captation du carbone, où là, on est apparemment sur des plans, alors il y a quelques réalisations concrètes, mais on est sur des plans d'investissement massifs de captation du carbone, de manière donc à épurer l'air, en fait, hein, quelque part, c'est ça. Et puis, l'investissement sur le carburant alternatif. Ce sont des solutions pragmatiques, comme toujours avec les Américains, à gain immédiat ou à gain court terme. C'est ce que nous, on plaide pour cela en France. On ne peut pas accepter de subir la transition écologique alors qu'on a des solutions disponibles et qu'il faut à un moment une décision politique forte pour l'adopter, parce que nous savons qu'on peut le faire dans les avions. Aujourd'hui, 50% de mélange est permis sur des moteurs qui sont déjà certifiés pour ça. Il n'y a pas un investissement colossal, ce sont les mêmes cuves. Donc, en plus, le bilan environnemental, c'est le même système de distribution, c'est le même système de stockage, et ainsi de suite. On ne dégrade pas en adoptant les SAF. C'est pour ça qu'on pas dire on supplie, mais on bloque. Non, mais si tu me permets, là, par rapport à la question de Bruno Trévidic sur l'État stratège, voilà, on dit qu'il faut passer au SAF. Très bien, on nous impose 1%, puis ça va aller de façon croissante. On nous taxe. On nous taxe. D'ailleurs, on nous taxe si nous n'avons pas. Bon, le problème, c'est que pour l'instant, ça reste une incantation verbale. Tout le monde est d'accord pour dire effectivement, il faut augmenter le pourcentage d'utilisation des SAF, mais en fait, ça veut dire qu'il faut une filière de production, d'accord, ou une filière d'approvisionnement. Tout cela n'existe pas. Donc ça veut dire qu'or, ce SAF, aujourd'hui, il est 4 fois plus cher que le carburant fossile que nous utilisons. Donc, je veux bien qu'on nous impose d'augmenter à chaque fois le pourcentage d'utilisation de ces SAF, mais ça veut dire que c'est encore un poste économique qui explose. Et là, on dit, alors, il y a le problème de la fiscalité dont parlait Alain, et ça, c'est d'une façon générale, c'est qu'en France, on a une fiscalité punitive, hein, une fiscalité de père fouettard. Voilà. Bon, nous, on n'est pas une fiscalité qui nous paraît plus intelligente qu'une fiscalité incitative. Si vous regardez en Allemagne et aux États-Unis, c'est ce qui se passe. On ne pénalise pas les compagnies qui n'utilisent pas des SAF, mais on met en place une fiscalité pour les inciter à utiliser ces SAF. Ça, c'est un premier sujet. Deuxièmement, État stratège, parce qu'attendez, il y a un enjeu d'indépendance énergétique. Si la France n'est pas capable d'avoir sa propre filière de production, alors qu'on sait qu'il y a un horizon inéluctable où il sera obligatoire d'utiliser la CSAP, ça va poser un problème d'indépendance énergétique. Et autre point d'État stratège, développer une filière nouvelle, hein, correspondant à de nouveaux modes de consommation, à la transition énergétique, ça permettrait également de développer l'emploi. Voilà. Donc là, pour l'instant, tout le monde est là, hein, comme disait quelqu'un, elle saute sur sa chaise comme un cabri en disant il faut utiliser les SAF. Mais nous, derrière, on dit qu'y a-t-il derrière? Par ailleurs, il y a SAF et SAF. Parce que je me permets de dire que tout le monde dit ça, c'est la solution miracle. Attention, non, ce n'est pas la solution miracle. Si ça vient de terres cultivables, n'est-ce pas, on va produire du SAF au détriment de l'alimentation d'une partie de la population mondiale, c'est pas très écolo. Hein. Voilà. Donc il y a des modes de SAF, il y a quel mode de production, c'est du recyclage, etc., hein, des déchets, etc. Donc là, nous attendons un plan qui soit cohérent. Voilà. Donc en matière énergétique, on y va résolument, nous sommes d'accord, on est d'accord pour utiliser les SAF, on en dit simplement, et ça c'est à l'État, ce n'est pas les compagnies aériennes qui peuvent pallier l'absence de l'État, voilà, c'est à l'État à développer ça. Justement, parce que la question que je posais à Alain, c'est comment on peut changer le fonctionnement de l'État en France. Si tu parles de changer l'État en France, alors là on en a pour la semaine, hein, donc il faut bloquer. Attends, indépendamment de ça, chacun son rôle. Nous, on représente l'industrie et nous gérons des compagnies aériennes. On ne demande pas aux gens de nous dire comment il faut manager sa compagnie. L'État, ce sont des décideurs politiques
c'est à eux. C'est pour ça qu'on fait cette plateforme, qu'on les rencontre et qu'on leur explique et qu'on tire le signal d'alerte et qu'on essaie de leur dire attention, il ne suffit pas de dire les SAF. Voilà, il faut que derrière, il y ait un véritable plan d'action. Et ce plan d'action, ce n'est pas pour les 5 prochaines années, c'est pour les 15, 20, 25 prochaines années, puisqu'on sait que le pourcentage, il y a déjà le calendrier prédéterminé à l'avance de l'augmentation de l'utilisation des SAF. Donc, si tu veux, nous, ce n'est pas le rôle de l'État. Nous, on voit les politiques, on voit leur entourage, etc. On essaie de les sensibiliser. Nous, on fait pression là-dessus. Mais ce n'est pas nous. Non, mais la question, enfin, chacun son rôle. Hein. La question, si je pose la question d'une autre manière, comme dit Alain, quand on voit des cas extérieurs comme en Allemagne ou aux États-Unis, on voit qu'il y a d'autres manières de faire. Donc, est-ce que vous sentez des évolutions Oui, il y a un premier budget de 300 millions d'euros, je crois, au total, Laurent, je pense, son contrôle, qui a été voté cette année sur la filière SAF. Sauf que j'ai cru comprendre qu'il y en avait déjà c'est 200. pas que pour les SAF. Hein, donc voilà, il y a déjà 200 qui ça. ont été consommés. Ouais, on ne sait pas très bien combien vont rester de cette enveloppe. Voilà, de 300 millions, qui Voilà. est énorme, mais il y en a apparemment 200 millions qui ont déjà disparu. Reste 100 millions. À l'échelle d'une production d'énergie de cette nature, 200 millions, c'est rien du tout, quoi. C'est le prix des préétudes. Voilà. Hein, il faut imaginer que derrière, on va devoir convertir une raffinerie de pétrole, type la Med, puisque ça avait été évoqué à une époque. Il faut un pétrolier, mais c'est précisément dans notre plan de réindustrialisation. Enfin, là, c'est ce qu'on dit réindustrialisation, mais là, typiquement, on est dans l'emploi industriel directement au service de notre activité. Quelle est la Vous direz notre situation plateforme, excusez-moi, donc on a essayé effectivement de délivrer des messages politiques. On n'a aucune mesure technique. Voilà, hein. Il ne suffit pas de dire, comme on entend dire par tout le monde, il faut retrouver notre souveraineté nationale, hein, qui est un enjeu majeur, l'indépendance énergétique pour ne pas avoir du gaz russe, pour ne pas avoir du pétrole russe, etc. Demain, les SAF, ça fait partie de cette équation générale. Ben, nous, on dit, écoutez, mettez vos actes hein, en alignement avec tous ces grands discours. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà. Est-ce que Pour mesurer l'écart entre le discours et la réalité, donc aujourd'hui, en 2022, vous devez mettre 1% de SAF dans vos réservoirs. Est-ce que vous allez y arriver? Vous avez déjà tous acheté votre... La réponse est non. Non. Et on va payer la taxe. Okay. C'est pas les compagnies aériennes. Hein. Le 1%, il porte sur les distributeurs. Donc les distributeurs, ils nous le répercutent. C'est ça. Les distributeurs, soit ils trouvent le 1%, très bien, ils l'incorporent, soit ils le trouvent pas, et là, ils payent la taxe. Dans les négos pétrole actuels, dans le marché, les gars, ils vous la répercutent, terminé. Et puis vous dites, je vous en file pas un kilo, et comme ça, je suis tranquille. Ils ont quelle capacité pour 2000, quelques millions de litres. Pourcentage Très petit, rien du tout. C'est quelque chose de ridicule. Quelque chose de ridicule. Et 2% l'an prochain, c'est ça? Non, c'est 2% en 2025. 2025. Okay. Et là, vous y arriverez en 2025 Et Vous y arriverez en 2025 non, c'est rien, non. Non, le temps de construire ou de Pour poser la transformer. question à Total ou autre, c'est pas nous qui avons les réponses. Je veux dire, est-ce que le frein... Nous, on est au bout de la chaîne. Hein. Nous sommes les utilisateurs. Hein. Donc, il y a production, approvisionnement. Voilà. En fait, pour répondre à votre question, Total dit qu'ils y arriveront en France. Mais voilà. c'est Total qui le dit. Il faudra voir. Mais avec de la deuxième génération ou pas? Oui, c'est Total, oui, c'est la Med des grands puits. Oui, pas avec son huile de palme, on est d'accord. Non, voilà, on on est tout à fait d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut voir quelle est l'origine de ces C'est pas plus éco. biofuels. Mais un autre exemple, c'est que C'est pour ça que ça doit être vertueux. Si c'est pour effectivement enlever de la forêt en Indonésie ou au Brésil, les surfaces cultivables, là, c'est pas la peine. C'est une responsabilité citoyenne. Un autre élément aussi sur lequel l'État doit être cohérent, c'est que donc on fixe des grands objectifs, il y a l'accord de Paris, on dit on va le respecter, etc., et on a une taxation environnementale. Nous, on demande un principe très simple, c'est que les recettes issues de cette taxation environnementale soient affectées à des actions cohérentes avec la transition énergétique. Aujourd'hui, on sait bien que la taxe, comme tu dis, c'est un équilibre c'est même pas pour l'équilibre, c'est pour limiter le déficit budgétaire. Mais nous, on demande qu'il y ait un fléchage, une affectation précise de toutes ces taxations dans un fonds. Ce qui nous rendrait les choses plus facilement acceptables, de savoir qu'au moins, nous payons des taxes et des redevances, mais elles seraient utilisées pour nous aider à remplir les objectifs que nous nous sommes fixés. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, tout ça est complètement dilué, noyé, il n'y a pas d'identification. Donc,
l'État stratège, c'est ça. Il faudrait vraiment que l'État change de méthode. Nous sommes d'accord. Nous, très modestement, on fait des propositions pour notre paroisse, en quelque sorte. Je pense que là, je voudrais compléter quelque chose sur ce qui vient d'être dit pour donner un exemple concret quand même entre l'État stratège, qu'il n'est pas, et l'État communicant, qu'il est à outrance. Non, mais je vais vous expliquer un cas concret. On parle beaucoup de l'hydrogène, l'avion à hydrogène. Bon, alors d'un côté, vous avez des gens qui vous disent l'hydrogène, bon, pour des raisons techniques et chimiques et mécaniques, il en faut 4 fois plus que du carburant pour faire voler un avion, donc il faut des réservoirs blindés à moins 180 degrés dans un avion. Tout le monde imagine ce que c'est, un blocos volant. Et d'ailleurs, Airbus, je ne citerai pas qui, dit « mais moi je vais faire un prototype avec un 380 ». Comme les 380 ne servent pas grand-chose et qu'il y a d'énormes fuselages, effectivement, on doit pouvoir mettre de l'hydrogène là-dedans. Deuxième communication, en face, vous avez Safran, quelqu'un de très bien à la tête de Safran qui dit « mais tout ça, c'est pas réaliste, ça ne marchera jamais » et tout. Et l'État qui dit « il faut faire de l'hydrogène et tout », c'est de la com. La stratégie, il n'y en a aucune derrière. Parce que la vraie stratégie dans le domaine en question, elle tourne autour du business model des moteurs. La principale, pour ne pas dire l'unique, bon, il y a la résistance de l'air et tout, mais consommateur d'énergie dans un avion, c'est les moteurs. Or, aujourd'hui, le business model des moteurs, il est le suivant. Quand vous achetez des moteurs neufs, de très bonne technologie, on en achète tous. Bon, moi, j'en achète pour mes A350, moteur Rolls-Royce. Bonne négo, vous ne payez pas cher du tout le moteur. Je ne dis pas que vous pouvez l'avoir pour zéro, mais pas loin. Par contre, derrière, vous prenez 25 ans minimum de contrat d'entretien du moteur chez le même, c'est-à-dire chez Rolls-Royce. Et j'en veux pas, Rolls-Royce. La réalité économique fait que Rolls-Royce va forcément, sur sa vie, se faire payer son moteur et son entretien sur 25 ans ou 20 ans. Ça pousse à aucun effort de saut technologique. Sur le 350, il y a un très bon moteur, XWB Rolls-Royce. C'est un moteur performant, il est de son temps. C'est un moteur sur lequel Rolls, maintenant, ne va plus rien faire pendant 20 ans. Et ne va pas chercher à développer un moteur qui consommerait ce qui est dans la technologie courante, 10, 15, 20% de moins sur les 10 prochaines années. Et ça, personne n'en parle parce que c'est effectivement de l'État stratège. L'État n'est pas stratège chez nous et dans d'autres pays, soyons clairs, ben on reste là-dessus. Et donc aujourd'hui, vous aurez probablement, il y a sur les moyens de courrier, vous avez le LIP et puis son concurrent Pratt & Whitney, le Gearfan, Gearbox, qui viennent de sortir. Vous avez des moteurs de nouvelle génération sur 330 Neo, sur 350, sur 787. Vous n'aurez quasiment rien sur 20 ans sur les moteurs. Or, c'est là où se consomme quand même le carburant. Et là, personne n'en parle parce que c'est de la stratégie, c'est pas de la com. C'est sûr que de dire je vais forcer le système pour retourner le business plan pour qu'ils produisent des moteurs qui consomment moins, c'est sans doute plus réaliste, mais plus difficile à faire parce qu'il faut être stratège et imposer des choses aux motoristes, et y compris discuter avec les Américains et les Anglais en particulier, les Anglais qui sont très forts en moteur. Non, on préfère parler des baleines géantes qui ne voleront jamais. Bon, sympathique, ça fait rêver les foules. Et vous demandiez juste si on acceptait une taxe, si on accepterait une taxe carbone, mais on la paye déjà. Ah oui, il y a une éco-contribution en France. C'est vrai, c'est une taxe, c'est une forme de taxe carbone. Deux, on paye l'ETS sur l'ensemble des vols et les permis d'émission en plus vont être amenés à disparaître. Enfin, les permis gratuits qui restaient vont être amenés à disparaître rapidement. Donc, la taxation du CO2 sur l'aérien, elle existe. Le problème, c'est que cet argent, il n'est pas réinvesti dans la transition écologique. Et, si effectivement on veut, enfin les biocarburants, il n'y a qu'une solution, c'est investir dedans. C'est de l'argent public. Et si cet argent qui est taxé, enfin qui est une taxe sur le transport aérien, ne sert pas à financer les biocarburants, on sera tous perdants. Parce qu'effectivement, les solutions technologiques, elles sont à plus long terme. Donc on aura perdu 10 ans. La réforme du transport aérien et de la navigation sur les descentes continues, bon, alors après, on peut se battre entre experts sur les calculs, c'est 5 à 6, 7% d'économie. C'est quand même énorme, 5-6%, simplement en pratiquant des descentes continues que tous les avions aujourd'hui sont capables de faire parce que les ordinateurs sont technologiquement au point pour faire une descente continue entre Nantes et Orly sans toucher à rien. Bon, mais on n'y est pas, et puis on n'y sera sans doute pas demain et pas après-demain encore.
Bon, bien sûr qu'il y a des résistances sociales à la DGAC, elles sont indéniables, mais si on ne fixe pas, moi je préférerais qu'un ministre soit assez courageux pour dire la descente continue, on y sera en 2024 ou en 2025, et en attendant, qu'il parle moins de la baleine à hydrogène. Et un autre élément aussi, c'est la distorsion de concurrence, parce que toute cette fiscalité, évidemment, si certaines de nos Elle n'est pas la même dans tous les pays. hors du périmètre français ou européen, elle n'est pas imposée, ça fait une distorsion de concurrence supplémentaire, alors qu'on vous expliquait que déjà on souffre d'un niveau de taxes, de redevances, de charges sociales et de réglementation plus lourd et plus important. Et donc là, on risque de remettre, en voulant être les bons élèves, en affichant des objectifs et des niveaux de taxes, etc. Si tout ça n'est pas géré à l'échelle internationale, ben, il y aura ce qu'on appelle les fuites de carbone et ça se traduira encore au détriment des opérateurs français. Donc on voit bien que le problème il est vaste. Vous voyez, on parle de développement durable et on a voulu mettre l'accent sur ces problèmes pour dire à l'État. Pour l'instant, il n'y a rien qui a bougé sur la concurrence ETS, Corsia. Il était question que. Si, il y a beaucoup de discussions au niveau européen en ce moment, avec la crainte des fuites de carbone, parce que là, il y a quand même conscience que va avoir une approche que sacrificielle au niveau européen. Donc oui, la discussion, elle se fait au plus haut niveau en ce moment même, entre les ministres des Transports européens, les ministres de l'Environnement, etc. Mais vous attendez, enfin, il y a des... On n'attend pas, discute, on n'attend pas grand-chose. Oui, non, mais ça va continuer de discuter. On est sur une approche qui doit être consensuelle, etc. Donc elle va être longue. Non, sur les SAF, ce à quoi on appelle, clairement, on appelle aujourd'hui le futur président et le futur gouvernement à mettre en place la filière. C'est un arbitrage politique, c'est une décision à prendre. Cette décision, je vais faire vieille barbe, et pourtant je me suis rasé de frais ce matin, mais elle avait été promise par Madame Royal et Monsieur Valls, à l'époque Premier ministre, que j'avais rencontré au Salon du Bourget il y a 6 ans, qui nous avait dit en septembre, un Salon du Bourget, c'est toujours au mois de juin, en septembre, la filière est lancée. Voilà. Bon, les deux ne sont plus aux manettes, on a compris, et la filière, 6 ans après, on est encore à ses balbutiements. Donc nous, on veut que cette filière soit mise en place. Elle correspond à la réindustrialisation à laquelle tout le monde appelle, et nous en premier. Et en plus, on gagnera en souveraineté, en indépendance énergétique. Donc là, on n'a que des gains, et des gains qui sont démontrables, visibles, avec de l'emploi qu'on crée en région parisienne ou dans les Bouches-du-Rhône. Donc on y va. Donc c'est pour ça qu'on va se faire entendre haut et fort. Et alors, on peut espérer que le contexte de la crise ukrainienne, où ces débats de souveraineté, d'indépendance énergétique, d'autonomie, etc., sont débattus, bah justement, ça sera un très bon exemple que l'Europe agisse dans ce domaine. Voilà. Donc, on a cherché, je vous dis, à être en résonance avec un peu l'environnement, les grands messages politiques du moment, parce qu'on s'est dit que sinon, les mesures techniques, on n'a aucune chance d'être écouté. On a voulu élever le débat. Bon, après, voilà. Mais c'est vrai que c'est dans l'air du temps. Si tous ces débats sont dans l'air du temps. L'indépendance énergétique, voilà, la souveraineté nationale ou européenne, l'autonomie ne pourrait pas être dépendant d'autres producteurs ou d'autres fournisseurs de divers produits, etc. Voilà. Il nous semble que c'est tout à fait pertinent. Voilà. On ne demande rien d'extraordinaire, on ne demande pas à être aidé, on demande simplement que l'État accompagne l'évolution de notre industrie, de notre secteur et les objectifs que nous nous fixons de façon intelligente dans le domaine qui sont ses prérogatives. Sur la crise ukrainienne, et puisqu'on parlait communication, l'ADB et DB Schenker ont envoyé un train avec 15 conteneurs, je crois, avec de l'aide sur des biens de première nécessité pour le train dû partir à quelque part en Pologne. Aucune compagnie aérienne française n'a envisagé de le faire, un cargo affrété spécialement. On a eu plusieurs demandes, mais aucune n'a abouti parce que la plupart d'entre elles sont contingentées par des décisions politiques. Il y a un cas précis actuellement, c'est les évacuations de blessés pour essayer de décharger le système hospitalier polonais qui est en première ligne. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de feu vert politique. Alors, il y a eu des feux verts sur des évacuations qu'en tout petit nombre. Dimanche, il y a eu, je crois, 3 évacuations sanitaires vers la France depuis la Pologne, mais il n'y a pas eu de mouvement massif. On est très contingenté quand même par un feu vert. Alors, politique, c'est peut-être un grand mot, mais un feu vert, ministère de la Santé et ministère des MAE, ministère des Affaires. Je parlais cargo, là. Hein. Oui, mais même cargo, c'est pas possible. Ouais, mais nous, on a été, Chalère a été sollicité pour faire des rapatriements de réfugiés. Finalement, ça se fait par le terrestre. Ça fonctionne aussi. Oui, non, mais effectivement, mais je dis que
Ça permet d'être au plus près des frontières, alors que nous, on a maintenant une difficulté à s'approcher des frontières. Dans la communication train contre avion. Ouais, Non, là, je crois que c'est un non, sujet on ne va qui- pas non. politiser le débat en disant regardez, non, ça, non. Non, mais- On le fait, bon, on est tous contactés par des associations humanitaires et caritatives, on ne va pas en faire la publicité. Non, par plus, contre, mais on n'a fait pas un élément de débat par rapport au L'ADB train. l'a bien fait. Ouais. Oui, mais bon, non, je pense que l'aérien a démontré pendant la crise Covid qu'elle savait s'adapter. Enfin, rappelez-vous, au mois d'avril, mai 2020, je me souviens d'une réunion qui avait lieu tous les soirs avec les plus hautes autorités jusqu'au ministre, tous les soirs, pendant, je crois que ça a duré 30 jours consécutivement. On mobilisait les moyens cargo pour aller chercher des masques, des respirateurs artificiels, etc. en Chine, pour ramener les derniers Français qui étaient coincés à Bamako, pour Envoyer maintenir- des soignants. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Outre-mer. Vers l'outre-mer, les compagnies françaises, Air Caraïbes, French Corsair, Air France ont été toujours présentes là-dessus. Et on a démontré la pertinence du transport aérien que certains vouaient au GVNI. Ben là, non, on a toujours été là et les équipages ont été là, on fait ce qu'il fallait. Ça n'a pas été simple, hein, attention, hein, parce que il a fallu faire preuve d'adaptabilité. L'aviation civile européenne a permis des transgressions par rapport, par exemple, au cargo qu'on pouvait mettre à l'intérieur des cabines sans enlever les sièges. Enfin, des choses qui ont été mises en œuvre en maintenant la sécurité et à toute vitesse. Je crois qu'on a pris notre part dans la mission de sauvetage immédiate, en particulier sur le fret, mais pas seulement. Bilan de l'été, de l'hiver, ou compétitivité peut-être. Marc, tu as déjà développé les points que Ça a j'avais en été tête. très bien déjà décrit. Je pense qu'on a parlé des besoins de réforme, des besoins d'absorption conjoncturelle sur la prise en compte par les budgets de l'État des activités régaliennes, des activités touchant au contrôle aérien, à la sûreté dans les aéroports, et puis une réforme de fond. Donc, je pense que la route, elle est tracée. Après, il faut effectivement un État un peu plus stratège et il faut du courage. Courage. Au-delà des débats télévisés. C'est une denrée qui existe, mais qui semble-t-il est distribuée avec parcimonie. Vous noterez la libre parole de Marc, hein, dont on est coutumier, mais C'est drôle. Bon, mais bon, tout le monde connaît ça très bien. moi, je voudrais revenir juste une toute petite seconde sur la transition énergétique, écologique. Il y a une chose, hein, on a vécu, et pour avoir participé à plein de débats, on a la Convention citoyenne, ensuite des débats plus restreints, des interrogations par certains parlementaires au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Il y a pour certains acteurs une volonté de réduire la mobilité de l'homme. Certains acteurs, je ne crois pas qu'ils soient majoritaires, au moins s'en faut. Et il y a un rêve en fait du bannissement de l'aérien. Il y a un président de la SNCF qui est tellement maladroit qu'il ferait bien de s'occuper de faire tourner ses trains plutôt que de parler des autres, qui raconte des bêtises sur ses locomotives, hein, puisqu'il prétend que le train est 80 fois plus vertueux que l'avion sur le même trajet, en citant une source de l'ADEME qui l'a transformé, hein, et on a l'impression que c'est de la politique. Bon. Non, on a notre place dans un environnement qui est un environnement dans lequel on prend nos responsabilités, mais au-delà de ça, il y a un enjeu qui est celui de la démocratisation du transport aérien, qui est un fait acquis aujourd'hui. L'essentiel des passagers du transport aérien, ce sont des gens qui voyagent pour des raisons personnelles, et on a évoqué tout à l'heure le passager business corporate qui est moins dans les avions et qui le sera vraisemblablement moins dans les années à venir. Bon. Ça, c'est un fait auquel les compagnies, et notamment les legacy, doivent s'adapter. Donc, clairement, aujourd'hui, l'avion, c'est, je ne veux pas être péjoratif, mais c'est l'avion des sacs à dos, c'est l'avion des familles. C'est ça, l'avion, aujourd'hui. Et on a toujours une vision élitiste de l'avion, mais qui est une vision, le plus souvent, fausse. Y compris les gens qui le prennent et qui ont qui prennent l'avion pour aller à Prague boire une bière et avec des copains et des copines à la sortie de l'université, et qui ont en même temps un parcours militant en expliquant que c'est très mauvais pour la planète. Bon.
il y a une espèce de, pas de schizophrénie, mais presque. Bon, bref. Donc il faut qu'on sorte de ça, clairement. Et il y a des solutions, on les a évoquées, et notamment les carburants alternatifs, mais il ne faudrait surtout pas tomber dans l'écueil d'augmenter le prix du billet et de le rendre inaccessible. Parce que là, ce serait une catastrophe sociétale, véritablement. On parle des Outre-mer, mais on l'a vu pendant la crise, la sensibilité des Outre-mer. Les restrictions de déplacement qui ont été imposées par certains préfets ont failli, enfin, ont même mis en difficulté les populations avec des heurts, avec des... Donc on voit bien que quand on interdit aux gens de voyager, en fait, on bouleverse leur vie. Et ça, c'est pas quelque chose... Alors, on peut le faire avec des règlements, on l'a vécu pendant 2 ans. Maintenant, certains seraient tentés de le faire avec des restrictions budgétaires, enfin, avec des impositions, des taxations, etc. Attention, ça peut se retourner très vite et très fort. Et la France est un pays particulier, que ce soit la Corse, que ce soit les ultramarins, mais même les territoires, on évoquait. Il y a vous voulez aller à Rodez, vous faites comment aujourd'hui au départ de Paris? Vous voulez aller à Aurillac, vous faites comment? Vous avez le choix entre la voiture et l'avion. Le train, c'est 11 heures, 12 heures de train. Alors, je sais bien qu'il y a le slow moving, c'est à la mode. Enfin bon, non, mais on est compte, on a mis des trains pour mettre 7h30 pour aller à Lyon. Ça, c'est un progrès. En voiture, on met 4h30. Mais, enfin... Par rapport à ça, par rapport à l'interdiction de empêcher de prendre l'avion, pourquoi la FNAM n'a pas participé à l'action recours contre la décision d'interdire l'avion? Alors, on est totalement solidaire, j'avais 100 langues de bois là encore, c'est pas mon style, mais totalement solidaire de l'action de l'UAF, totalement, depuis le premier jour. Simplement, ça sert à quoi de faire 3 ou 4 actions en même temps? On est des pragmatiques, on n'allait pas, puisqu'on savait que l'UAF portait ce sujet, et avec notre accord, enfin je veux dire, ils n'avaient pas besoin de notre accord, mais on les encourageait à le faire. Donc, ils le portent et j'espère que ça va fonctionner. Moi-même qui habite au sud de Bordeaux, j'ai mis 5h30 hier en avion via Charles de Gaulle pour rentrer de Bordeaux à ici. Donc, pas le bol. Voilà. Mais c'est personnel. Mais au-delà de ça, on n'a pas le droit de priver un territoire. Parce qu'on dit Paris. La position d'Air France par hasard. Vous connaissez la réponse. Oui. Bruno, vous la connaissez, la réponse. Air France a reçu X milliards d'euros, elle a donné des engagements. Ben, c'est normal, c'est une décision de gestion qui est saine. Ce n'est pas la position de la FNAM. C'est très clair. Et c'est pas la position, je crois que ce n'est pas l'intérêt général, au-delà de la position de la FNAM. Les zones de chalandise, nous, on est des opérateurs aériens, on transporte des passagers qui ont des besoins de déplacement. Paris, ce n'est pas l'Assemblée nationale et l'Élysée. Les gens qui viennent à Paris, ils viennent dans le nord de Paris, dans l'est, dans l'ouest, dans le sud. De mémoire, il y a 5 zones marketing à Paris. En gros, il y a 5 zones de chalandise. Et il y en a 2 ou 3 qui sont couvertes par Charles de Gaulle et il y en a 2 qui sont couvertes majoritairement par Orly. Voilà. Et puis, il a échappé à personne que Orly est plus près de Paris, que les moyens de transport sont plus rapides pour aller à Paris, y compris les transports en commun, et que c'est un aéroport qui fonctionne parfaitement pour le point à point. Ce qui n'est pas la vocation de Charles de Gaulle, qui n'est pas un aéroport de point à point. C'est une misère d'aller à Charles de Gaulle. On le fait, on le sait tous pour faire du point à point. C'est un merveilleux hub par ailleurs. Ça fonctionne extrêmement bien. Et le point à point, ce n'est pas sa définition d'origine, sa vocation d'origine. Voilà. Ce qui est quand même plus problématique que la position de la FNAM. Je tiens à m'exprimer là-dessus parce que dès le début, et même en étant concurrent d'Air France, j'ai condamné publiquement cette décision qui honnêtement n'a pas beaucoup de sens. Encore une fois, on est dans la com et on n'est pas dans la réalité des choses. D'empêcher ces desserts pour lesquels nous, on n'a aucune activité et tout, mais je trouvais que je ne vois pas pourquoi on imposait ça à Air France. La position de la FNAM, elle est totalement solidaire. Alain vient de la décrire parfaitement. Mais quand vous regardez le recours qu'ont fait les aéroports, moi, ce qui me frappe, c'est est-ce que cette action, elle a été soutenue par la région de Bordeaux, par la ville de Bordeaux, par l'agglomération de Bordeaux, pour prendre le cas de Bordeaux, mais il y a les autres. La réponse est non. Donc finalement, les politiques régionaux, parce que je suis intervenu dans une assemblée à Bordeaux où j'ai dit les choses un peu clairement, ils en sont responsables. Donc si eux aussi ne veulent pas monter au fond, tant pis pour eux, tant pis pour eux. C'est une autre région qui en bénéficiera. Donc je crois que la vraie question qu'il faut poser, c'est dans l'action qu'a menée Thomas, quels sont les politiques régionaux qui se sont alignés dessus.
là aussi, on va pas trouver beaucoup de courage. Non, je voulais juste dire que c'était une mesure enfin, stupide parce que c'est 2h30, ça n'a pas de sens, puisqu'en fait, il faut prendre d'où je pars de chez moi et où je cherche à arriver. Exactement. Ça a été fait uniquement pour la Convention citoyenne. Et sinon, je pense que si on regarde ce qui s'est passé sur, par exemple, l'aéroport de Strasbourg est mort tout seul parce que les gens n'avaient plus d'intérêt à prendre, à faire Paris-Strasbourg en avion. Vous avez Donc, les gens sont moins un aéroport de idiots. proximité à Strasbourg. Vous avez Baden-Baden, qui est un aéroport qui fait 3 fois la taille de Strasbourg. Et Bâle pour les low cost. Et vous avez Bâle à 1h30 de route au sud. Donc, c'est une situation de concurrence, de compétition, et on est en compétition avec des aéroports qui sont de l'autre côté du Rhin. Non, mais je veux dire que l'arbitrage du citoyen, il est moins idiot qu'on veut bien penser. Il y a un arbitrage du marché, du citoyen, du passager, du consommateur. La même pratique, Et de l'électeur. Et de l'électeur. Il est Quand il va voter. Quand il a le choix. J'ai un autre sujet sur l'environnement, là. On a évoqué l'ADEME et tout ça. Il y a un truc qui monte, mais de façon désordonnée, c'est l'aspiration des voyageurs, des passagers, à un barème d'émissions de CO2 par vol qui soit pertinent, fiable, etc. Ça avait été, à un moment donné, il y a eu une tentative de la DGAC d'instituer un truc, finalement, un peu parti dans tous les sens, et puis aujourd'hui, il y a à peu près autant de barèmes sur les agences en ligne qu'il y a de moteurs de recherche et de choses comme ça. Que ce ne serait pas à un moment donné aussi un truc de la profession de porter quelque chose qui soit pomme. Si, parce que c'est un marché, enfin pas un marché, excusez-moi, c'est une information sur un marché, parce que c'est pour agir sur l'acte d'achat qui va être squeezé par Google, hein, pour être clair. Aujourd'hui, le seul qui a mis un comparateur qui vaut ce qu'il vaut, qui n'est pas fiable d'ailleurs, qui est souvent faux, mais bon, entre autres, des fois, il ne dépend même pas du type d'avion, mais qui donne un comparateur de CO2, c'est Google. Bon, avec toutes ses imperfections, et puis en plus, le fait qu'il est dirigé depuis les États-Unis. Mais il y a besoin d'un indicateur à minima européen, et si possible normé, parce que qu'est-ce qu'on met dedans, c'est pas évident. Hein, nous, on est, comme toutes les compagnies, on est très impliqués dans la méthode de réflexion qu'il y a derrière, c'est quand même pas simple. Hein. Mais celui de la DGAC existe. En termes de calculateur d'effet CO2, il est parfaitement cohérent. D'ailleurs, l'ADEME l'a reconnu. Le problème, c'est qu'entre celui de l'ADEME et celui de la DGAC, l'ADEME introduit des effets non CO2. Bon, c'est leur choix, mais honnêtement, aujourd'hui, personne ne sait. Il n'y a pas de vérité scientifique sur les effets non CO2. C'est un sujet qui est encore à l'étude. Et additionner, comme le fait l'ADEME, des effets non CO2, les traduire en effets CO2, franchement, c'est scientifiquement au moins contestable. Je crois que c'est pour ça que la DGAC ne s'est pas alignée dessus. Mais honnêtement, celui qui est le calculateur DGAC, qui est d'ailleurs, je crois, le même que celui de l'OACI, et je pense qu'il est de plus raisonnable sur les effets purement CO2 du transport aérien. D'accord, ok. Vous voulez dire que l'ADEME, ils essayent d'intégrer aussi, par exemple, le forçage radiatif? Non, quand même pas. Il n'est pas parfait, mais... Non, mais ils prennent en compte d'autres éléments que ceux de la DGAC. Enfin, moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas un débat. Moi ça ne m'intéresse pas beaucoup. Moi, franchement, je préfère me concentrer sur les actions, hein, plutôt que des discussions byzantines sur les thermomètres ou le baromètre, parce que de toute façon, il sera toujours remis en cause. Celui de la DGAC ne va pas convenir à d'autres. On aura moult références. Tant qu'on n'a pas une transparence, une visibilité sur la manière dont tout ça a été élaboré, il faut que ça soit normé, il faut que ça soit équitable, etc. Enfin, que ça soit un intérêt très très fort de... Ouais. Bon. De passer du temps là-dessus. Moi, j'ai une petite question précise sur le renforcement des contrôles d'identité aux frontières extérieures de l'Europe. L'UAF, on a reparlé l'autre jour en disant que ça a été décalé, ça a été mis en place en mai, ça a été décalé en octobre, mais ils étaient quand même toujours relativement inquiets. Et est-ce que vous partagez les inquiétudes
Ah oui, bien sûr, on partage des inquiétudes. Ben oui, parce que ça, c'est encore le genre de travail qui devrait être harmonisé à l'échelle européenne et qui prend un temps fou. Donc, ce qu'on espère, c'est que la crise actuelle qui semble produire un certain renforcement de l'identité européenne, une prise de conscience chez les Européens, bon, d'arriver à mieux coordonner, à mieux harmoniser leurs actions, ça aura des impacts collatéraux en quelque sorte sur ce genre de mesures. Là, on a co-signé avec l'État et avec les agents de voyage une lettre sur le sujet justement EES-ETIAS et son entrée en vigueur au 1er octobre. Avec nos inquiétudes, on peut nous la passer. Ok. Elle est récente, elle date de la semaine dernière, il y a 10 jours. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaiteriez que nous abordions? Puisqu'on vous avez vu, on est dans un mode très direct. Voilà, c'est bien. Moi, je crois qu'il faut retenir, bon, la crise Covid n'est pas terminée complètement, puisqu'il y a encore tu l'as dit tout à l'heure, il y a encore des mesures de restriction sanitaire, même si évidemment pour un vacciné, c'est beaucoup plus facile de se déplacer, de traverser une frontière. On n'exige plus le contrôle en France à l'arrivée, par exemple, depuis maintenant à peine 10 jours. On a l'impression que c'était déjà plusieurs mois, mais c'est une décision qui est plus que récente. Bon, il est clair que les entraves au transport doivent être levées le plus rapidement possible. Après, ça dépend des États, pas seulement de la France, et on connaît bien, il y avait un article, je crois, sur le Figaro ce week-end, sur les admissions des gens à Hong Kong qui restent 21 jours en quarantaine. Enfin, c'est hallucinant. Il y a des bébés qui avaient été retirés de leur maman parce que la maman était positive Covid et l'enfant avait 4 jours. Bon, donc on voit bien qu'il faut que ce soit fait à l'unisson. Enfin, la France là-dessus a pris quand même des mesures qui vont nous aider. Sur les destinations ultramarines, c'est pareil. On a quand même une décrispation. On peut mieux faire. Peut mieux faire, mais il y a déjà une une décrispation. Bon, cette crise, elle n'est pas totalement terminée. Y compris sur le masque à bord. Oui, après, oui, bien sûr. Il y a le masque à bord et pour les DOM, il y a toujours le test en métropole pour se rendre dans les DOM. Le PCR à 24 heures. Ouais. Quand vous dites à l'État, pourquoi vous ne le passez pas 72 heures? Parce que le PCR à 24 heures, il est très contraignant encore. Il y a des... Bon, alors on peut faire de l'antigénique, c'est vrai, mais par exemple pour les gens qui viennent de province, c'est une complication terrible. Bon, non, on vous dit, oui, plus tard. Donc, il faut donc peut mieux faire. Terminer progressivement, évidemment, en fonction de la situation sanitaire, ces dernières entraves, parce qu'elles existent encore. Et aujourd'hui, on est loin d'être revenu à un niveau qui était le niveau d'avant-crise. Janvier, je crois, on était à 50% du niveau avant-crise en France. Donc, c'est quand même encore plus que significatif. Même si certains marchés ont été résilients, la bonne surprise, c'était plutôt les marchés nord-américains, qui ont plutôt résisté à Omicron en novembre, décembre, janvier et février. Et ce qui prouve qu'il y avait un effet, il y avait un besoin, il y avait peut-être un effet de rattrapage, notamment sur les États-Unis et sur le Canada. Mais cette crise, elle n'est pas encore totalement terminée. Évidemment, on a cette crise militaire, cette guerre et son impact sur le pétrole. La différence, c'est que les mécanismes de cette crise, on peut les connaître, on peut les deviner. Il y a déjà eu des chocs pétroliers, il y a déjà eu des crises de l'énergie. Donc on sait à peu près comment ça se décline. La seule chose on en ignore la durée, évidemment, et c'est cette durée qui va être déterminante sur son impact économique en termes de pouvoir d'achat, parce que ça va se décliner dans l'économie générale au bout d'un moment. Pas que dans l'économie du transport aérien, à travers l'augmentation du prix du kéro ou de l'essence à la pompe. Donc il va bien se passer un moment, il va y avoir une induction sur l'économie en général. Dans quelle mesure elle va être brutale, violente et détourner les passagers de leur capacité à voyager, de leur envie de voyager et de pouvoir payer le voyage, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas aujourd'hui. Alors, peut-être certains macroéconomistes pourraient nous faire des communications là-dessus, mais voilà, on l'ignore. Il est évident que si la crise ukrainienne s'arrêtait par bonheur pour les Ukrainiens, peut-être au mois de juin, on sortirait de la crise rapidement. Si elle se prolonge, là, on est vraiment sous une menace d'un pétrole cher, d'un kérosène cher, et donc d'un renchérissement durable des prix des billets d'avion, ce qui n'est pas
le meilleur scénario de sortie de crise pour ce autre secteur. Et sachant que c'est une crise européenne, mais l'effet est mondial. Il n'échappe à personne que le prix du marché du Brent, il est mondial, quoi, et que les Chinois sont aussi pénalisés, les Japonais, les Philippins, que les Sud-Américains et nous, par l'impact de cette crise qui est une crise régionale. Sans compter que, sans être exagérément pessimiste, parce que c'est pas du tout mon style, hein, c'est qu'on voit bien qu'on repart dans une période d'inflation. Certains parlent de stagflation d'ailleurs, qui est très très mauvais, c'est-à-dire évidemment il y a un coût qui est quant à la croissance économique, donc ça c'est très clair. Donc nous on a quand même une corrélation nette entre le transport aérien, enfin l'activité du transport aérien et la croissance économique. Et puis l'autre aspect, c'est que dans une période d'inflation où tous les prix augmentent, ça se traduit par une ponction sur le pouvoir d'achat des citoyens, et donc ça peut avoir quand même un impact défavorable sur leurs intentions de voyage. Alors bon, on peut rester optimiste pour cet été parce qu'on pense que les gens ont accumulé des frustrations et que dans cet environnement qui est quand même assez plombé, ils vont avoir envie de partir. Mais enfin, à terme, il faut bien voir que quand tout augmente, que c'est la facture de gaz, c'est la facture d'électricité, que tout augmente, hein, voilà, la baguette de pain, ça peut avoir un impact défavorable. Hein. Après, nous ne sommes qu'un poste de dépense et après, chaque consommateur fait ses arbitrages en fonction voilà, de ses priorités. Donc, c'est quand même pas un environnement économique favorable pour l'instant. Et puis nous, c'est facile de dire qu'il faut répercuter la hausse des coûts de production sur le prix des billets, mais enfin, comme le disait Marc, si c'est pour augmenter de 15 à 20%, c'est un impact déflationniste sur la demande. On commençait à assister à une reprise des réservations, on commençait à se dire plus d'escalier, mais enfin au moins on grimpait l'escalier. Bon voilà, donc tout ça a été très très encourageant. Notre préoccupation, c'est pas de casser cette dynamique de reprise par des hausses de tarifs qui seraient trop brutales ou excessives. Donc ça va demander un pilotage extrêmement fin tout ça, parce qu'on ne peut pas ne pas répercuter la hausse du fuel sur le prix des billets d'avion. Enfin, ça, je crois qu'il faut que tout le monde soit réaliste. Maintenant, on est obligé de le faire de façon raisonnable pour ne pas casser la demande, parce que là, sinon, on a un effet boomerang qui est très, très négatif pour nous. Donc, tout ça pour dire que le transport aérien n'est pas sorti d'affaires, ça c'est clair, qu'on va encore avoir une période très, très difficile, ce qui est d'autant plus nécessaire par l'État, écoute, hein, de nos demandes pour nous aider à régler nos problèmes structurels. Il faut que tout le monde en soit pleinement conscient. Et les écarts de prix du kérosène ne risquent pas d'accentuer les phénomènes de dumping ou de favoriser les compagnies du Golfe? On n'est pas certain qu'il le paye moins cher que nous, le carburant, sauf quand il l'achète à Dubaï directement, bien sûr. Mais... non, c'est pas là où est l'écart majeur. L'écart majeur, c'est sur tout ce qui est taxation. C'est le risque d'une taxation du kérosène. Les charges sociales, c'est là-dessus. Je veux dire, nous, c'est Laurent Magnin qui disait il passait, lui, 50% de son temps à faire du social et le patron d'Emirates passait même pas un demi% de son temps à en faire. C'est ça la différence. Et on ne les envie pas non plus, attention. Mais voilà, il y a un équilibre qu'il faut retrouver avec un peu de raison. Voilà. Merci infiniment de votre attention et de vos questions. En espérant avoir réglé intelligemment. C'était très bien. On a essayé. C'est très intéressant, mais encore une fois, comme dit Laurent, C'est un peu frustrant en même temps. c'est là, pour l'installation. Avec la de l'an, que l'augmentation de l'an de 40 € à